Bilan 4 morts et des blessés. Blaise Adamko pour le point. Cet homme est un miraculé. Boinou Mathias est l'un des survivants de l'effondrement de ce bâtiment, un chantier de 3 étages à Akpapa. Le bilan fait état de pertes en vie humaine et de blessés. Bon, pour l'instant, à l'heure actuelle, on peut dénommer déjà 4 décès avec des blessés. Les opérations continuent, il y a encore des gens à l'intérieur, on ne sait pas combien ils sont en réalité. Il y a des apprentis, il y a un gardien avec sa femme et ses enfants qui sont à l'intérieur selon nos informations. Il reste que les sapeurs-pompiers et la police fassent nous avons constaté réellement qui sont ceux qui sont encore à l'intérieur de l'immeuble. Le génie militaire continue les fouilles dans l'espoir de retrouver ou des survivants ou certains corps sans vie. C'est de tout faire pour dégager les gravats avec un peu de dextérité pour pouvoir sauver probablement les vies humaines qui sont encore sous les décombres. C'est ce qui nous tient plus à cœur actuellement. On nous a dit que juste là n'a pas encore vu le gardien et son enfant, donc nous sommes en train de chercher. Donc nous allons voir si Dieu le veut, on pourra les retrouver encore vivants sous les décombres pour ça serait un espoir. La raison de cet effondrement est pour le moment inconnue. C'est désolant. C'est désolant et puis vraiment ça fait réfléchir. C'est assez regrettable ce qui vient de se passer. Et nous sommes un peu comme vous tous et la population très préoccupés par ce drame qui vient de se passer et qui a causé peut-être des pertes en vies humaines. C'est un véritable travail qui est abattu ici par le génie militaire. Après le drame d'Avamé, on parlera désormais du drame de Dekakon. Eh bien, alerté au petit matin de ce jeudi sur le site de ce drame survenu à Akpapa, le génie militaire a déployé ses équipes sur le site. Les recherches continuent en vue de retrouver les éventuels survivants des décombres. Une de nos équipes s'est rapprochée du directeur du génie militaire pour des clarifications. Suivez sa réaction au micro de Aurélie Sauton. Tôt ce matin, aux environs de 2 h du matin, j'ai été informé par un membre de l'Ordre des architectes du Bénin de ce qu'un bâtiment s'est écroulé au carrefour Touné Motors. En même temps, je rendais compte au chef d'état-major général des armées et j'ai immédiatement instruit mon adjoint pour déployer sur le terrain les éléments du génie militaire qu'il faut pour parler rapidement aux urgences, c'est-à-dire en liaison avec les sapeurs-pompiers, sauver les vies humaines qui seraient éventuellement sous les décombres et en même temps dégager des décombres les victimes. Alors je vous parle, le bilan qui se passe est de 3 décès et de 7 blessés qu'on voit vers les centres de santé. Mais il faut quand même reconnaître que, alors nous parlons, nous avons encore sur les décombres des gens qui font des appels au secours. Mais l'accès à ces gens, c'est vraiment difficile. Du fait des moyens que nous avons, nous essayons quand même de sauvegarder ces vies humaines-là. Nous essayons de dégager les alentours et d'avoir accès à ceux-là. D'ici un temps environ, si tout se passe très bien, on pourra dégager des encombre ces vies humaines-là. Mais ce que je voudrais demander à nos compatriotes, c'est de faire attention aux constructions des ouvrages d'une telle envergure. On ne peut pas construire un bâtiment de type R+4 sans faire appel à des ingénieurs qualifiés. Des observations que nous avons reçues sur le terrain, il s'avère que c'est un bâtiment qui s'est écroulé depuis le 4e étage et tout le reste s'en est suivi. Il va falloir qu'on arrête ça. Je pense que les cadres du ministère du cadre de vie sont dans cette logique-là. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Il va falloir que l'État nous aide à imposer aux Béninois le respect des normes de construction. Sinon, vraiment, des dégâts comme ça, on en aura encore beaucoup dans notre pays. Et ce serait vraiment dommage. Voyons cette main tendue aux victimes de Tori-Avamé. La haute autorité royale du Bénin apporte son soutien aux brûlés de Tori-Avamé. Une délégation composée de plusieurs rois s'est rendue sur les lieux ce matin. Les explications de Robert Adé. Nous vous remettons ce chèque de 500 000 pour accompagner
les efforts déjà faits par le gouvernement et d'autres donateurs pour soulager la peine de nos populations. Un chèque de 500 000 francs CFA pour les victimes de l'incendie de Toriavamé. Porteur du message, ces dignitaires de la haute autorité royale du Bénin. Nous avons appris, comme tout Béninois sur les écrans, le drame qui s'est abattu sur votre commune. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Les parents qui sont déjà sur pied ont des difficultés à faire face aux charges concernant donc la scolarisation des enfants. Nos frères, nos fils qui ont été victimes de cette tragédie, vous voyez que leurs difficultés seraient encore beaucoup plus grandes. Donc on a décidé alors de nous rapprocher de vous pour pouvoir les appuyer et voir les dispositions qui sont prises pour éviter des situations du genre à l'avenir. Très ému, le maire de la commune de Toribocito exprime sa gratitude aux donateurs. Il rappelle les circonstances du drame. Le drame qui a nécessité votre déplacement ici aujourd'hui est survenu le 8 septembre dernier. Et c'est après 18 heures qu'on a été alerté par le médecin-chef qui avait commencé par recevoir les premiers brûlés dans le centre de santé communal. Après les échanges, la délégation est descendue sur le site d'incinération incriminé. Selon les derniers chiffres enregistrés par la mairie, 92 personnes sont brûlées dans cet incendie. 31 sont décédées à la date d'aujourd'hui. Et puis c'est le top départ pour une nouvelle année diplomatique au Bénin. Ambassadeurs, consuls et autres représentants d'organismes internationaux étaient tous réunis à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce jeudi pour vivre les temps forts de cet événement. Plus de précisions avec Renaud Akapo. L'année diplomatique marque le point de départ des activités au sein du département des Affaires étrangères et de la coopération. Cette tradition, qui est inscrite en lettres d'or dans le landerneau des chancelleries, a été une fois encore respectée cette année. C'est tout le gratin du corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin qui a répondu à l'appel du ministre Aurélien Agbenonsi pour la cérémonie officielle de lancement. À cette occasion, le chef de la diplomatie béninoise n'a pas tari de mots pour exposer l'essentiel des actions menées durant les 6 derniers mois. Pour le bilan, d'abord, je vais commencer par la rénovation de notre appareil diplomatique. Vous savez que nous avons restructuré le département. Nous sommes passés de 32 directions à 16 directions. Nous avons aussi commencé par réviser notre carte diplomatique, à la réaménager. Et vous avez aussi noté que nous avons commencé par nommer de nouveaux ambassadeurs dans vos pays respectifs. Nous avons maintenu certains, bien entendu. Le chef de la diplomatie béninoise l'a également martelé. Les grands enjeux rattachés à la politique extérieure du Bénin s'accompagnent au fil des jours de mesures fortes. Nous avons pris la décision d'exempter désormais de visa d'entrée et de séjour au Bénin tous les ressortissants des pays africains. Nous avons aussi pris une décision importante hier en Conseil des ministres. Tous les ressortissants de tous les autres pays du monde pourront accéder à notre pays et obtenir leur visa à l'entrée. Les citoyens du monde auront la possibilité, dès que la plateforme sera fonctionnelle, de faire leur visa en ligne avec les moyens de paiement modernes qui existent. Et nous annoncerons aussi la date à partir de laquelle, à l'aéroport de Cotonou, vous pouvez, comme on dit, obtenir votre visa, payer les droits d'entrée et entrer à Cotonou et où vous voulez. Voilà. Pourquoi nous faisons cela? C'est parce que nous voulons, en tant que Bénin, jouer notre partition et aussi améliorer l'attractivité pour notre pays. Dans une dynamique tournée vers le pragmatisme et l'efficacité, le gouvernement béninois s'attelle aussi à promouvoir un espace d'éclosion des talents à travers la création d'une cité du savoir et de l'innovation. Le ministre vous a parlé de diplomatie de l'économie. Moi, je vais vous parler de l'économie du savoir. Nous voulons redorer notre blason, le quartier latin de l'Afrique, ramener l'excellence au niveau de l'éducation, au niveau des talents béninois, mais aussi africains. Ces initiatives ont suscité des témoignages élogieux dans le rang des diplomates accrédités. Ils n'ont pas caché leur satisfaction lors du débat général qui a clos cette cérémonie. Le quartier latin de l'Afrique, je ne suis pas surpris que vous ayez pris une initiative forte dans ce domaine. Vous êtes le quartier latin, nous peut-être on est un peu le quartier voisin,
Nous avons noté, je pense que je ne suis pas le seul, un nouvel élan. Et c'est satisfaisant pour nous. Je souhaiterais présenter mes sincères remerciements pour votre initiative. Vraiment, je le dis pour ce qui me concerne, que depuis le commencement de ce nouveau gouvernement, le protocole, la bureaucratie est tellement réduite. Vos efforts et vos ambitions au niveau régional, je vous félicite beaucoup avec cet effort. Tout en ouvrant une lucarne sur l'essentiel des enjeux qui justifient les choix opérés pendant les 6 mois écoulés, la nouvelle année diplomatique porte également les germes d'une offensive économique qui se déploie tous azimuts. Autre actualité, le gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi 5 octobre, a pris d'importantes décisions, dont celle relative à la suspension des mouvements et organisations fêtières des étudiants. Ils sont interdits d'activité en attendant la prise d'un décret pour réorganiser le fonctionnement des associations. Que pensent les responsables d'étudiants de cette décision? Ils sont au micro de Dieudonné Abimbola. Par ce fait, le gouvernement vient de prouver à la face du monde qu'il appuie les autorités universitaires, notamment l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi dans les mauvaises décisions que ces dernières prennent à l'encontre des étudiants. Et l'autre chose, c'est que dans un état de droit comme le Bénin, le gouvernement devait s'abstenir de prendre de pareilles décisions. On est là en train de nous réduire au silence. On est en train de nous contraindre à accepter toutes les décisions que les autorités universitaires vont prendre dans l'avenir. Quelques mois, le gouvernement a dit qu'il ne voulait pas s'ingérer dans une affaire académique et que le recteur est élu et pourra gérer à bon escient toutes les affaires académiques qui se posent dans son université. C'est ce qui nous a conduit jusqu'à certaines situations. On est un peu déçus, bien étonnés de constater que le gouvernement revient maintenant à la charge pour s'ingérer dans une affaire académique en s'attaquant à des organisations estudiantines qui sont légalement enregistrées, qui ont subi tous les processus d'enregistrement d'associations en République du Bénin. On ne peut pas nous dire aujourd'hui maintenant que nous n'avons plus le droit de défendre nos intérêts, de nous former en association pour réclamer nos droits. Moi, je ne pense pas que le gouvernement est en train de dire ça. Nous autres, nous sommes en train de penser voir notre base, faire une séance avec la base et analyser la situation. La réaction de quelques étudiants au micro de Dieudonné Abimbola. Les syndicalistes donnent leur avis sur cette décision de suspension des associations et organisations d'étudiants. Écoutons Dieudonné Lokosso, secrétaire général de la CSA Bénin, et Noël Sadari, secrétaire général de la COSI Bénin, au micro de Blaise Adampo et Calvado Armand. Je crois que le gouvernement, pour une fois, a été très mal inspiré. Très mal inspiré. De prendre une décision qui restreint, n'est-ce pas, les libertés. On est en pleine démocratie. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais dans quel pays sommes-nous? On s'est battu pour quoi? Avec le gouvernement des faits, on s'est battu contre les violations des libertés. On s'est battu pour que notre démocratie reste debout. C'est vrai, je ne vais pas absoudre les étudiants. Les étudiants ont sûrement posé des actes. Les mouvements étudiantins ont passé un peu, ont posé des actes qui ne sont pas des actes bien. C'est vrai, les revendications, c'est juste, mais ils n'ont pas su gérer, n'est-ce pas, le mouvement étudiantin. Il y a eu quelques dérives. Et donc, moi, j'invite le pouvoir du président Talon à revoir sa copie, tout simplement. Cette fois-ci,
ce pouvoir a été très mal inspiré. Est-ce que, en dehors de Calavi, on a enregistré des violences dans les autres entités universitaires? Donc ça veut dire que ici il y a un abus et on veut profiter d'une situation pour généraliser une sanction. C'est de l'injustice. Moi, je ne peux pas, en tant que secrétaire général de la CSA, accepter ça. Si nous acceptons ça, ça veut dire que demain, le président Talon va franchir les lignes rouges pour venir à la bout du travail, pour verrouiller les libertés. Donc, c'est une mesure inique, c'est une mesure injuste qui pourrait avoir les effets contraires de ce qu'il pense. Mon message à l'endroit du président de la République est qu'il ne soit pas un démolisseur des libertés chèrement conquises, qui reviennent à la sagesse. Eh bien, autre mécontentement dans cette édition, les transitaires donnent de la voix au sujet du remboursement de leur caution. C'était à la faveur d'un sit-in organisé ce jeudi à la direction des douanes. Suivons un extrait de leurs revendications au micro de Destonia Bigot et Brice Thiebozo. Nous, syndicats de transitaires, exigeons un début de paiement des chèques déposés par les sociétés agréées qui ont régulièrement travaillé. La mise à disposition des transitaires mandataires, la liste des bons retenus par la commission qui a travaillé. La déconsignation des cadres promis entre-temps par la douane elle-même. Je reçois en ce moment votre motion déclinée en 4 points. Mais un seul point concerne la douane. C'est-à-dire comment faire pour que désormais nous ayons plus de clients au niveau du port. Vous avez commencé par dire dans votre motion, en premier point, que vous revendiquez le paiement des chèques délivrés par la douane. Ça veut dire que la douane a fait son travail et qu'il reste alors à l'instance qui doit opérer le paiement de faire le sien. Si cette instance n'a pas fait son travail, c'est certainement pour des raisons assez fondées. Eh bien, l'ORTB s'attelle pour le numérique. Le conseil d'administration en session extraordinaire ce matin a validé le rapport de la commission aux apports dans le cadre de la migration de l'analogie au numérique. Ce rapport fait l'état des lieux sur le patrimoine technique dont dispose l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Suivons quelques extraits au micro de Dieudonné Abimbola et Mathieu Soken. Aujourd'hui, les conditions juridiques sont remplies pour que le passage soit réussi. Aujourd'hui également, on peut dire que c'est de façon claire, on connaît la partie du patrimoine de l'ORTB qui va être affectée à la nouvelle société de diffusion. Et la principale réserve, attention sur laquelle on a attiré l'attention des futurs actionnaires, également immédiatement levé par le conseil d'administration puisque le directeur général vient d'être instruit pour procéder à la mise en conformité au code foncier des titres de propriété de l'ORTB notamment concernant les terrains. L'ORTB, formule actuelle, va pouvoir mettre à disposition du nouvel opérateur de diffusion un patrimoine évalué à tel. Et dans le cas d'espèces, ce patrimoine est évalué à environ 3,8 milliards de francs CFA. Nous rentrons dans l'ère de la télévision numérique terrestre, donc ça veut dire que c'est une meilleure qualité en matière de diffusion, de réception de programmes, donc essentiellement une meilleure qualité d'image, de son et beaucoup de possibilités. Il y a même possibilité par exemple de venir à 20 h, d'actionner
votre télévision et de regarder un programme qui s'est déjà passé à 7 h du matin, alors que la télévision est en train de fonctionner normalement. Eh bien, l'ORTB qui se met au pas par rapport à la migration de l'analogique au numérique. Œuvrer pour des sanctions effectives, c'est la substance du plaidoyer pour le renforcement du dispositif de répression des abus sexuels commis sur des mineurs au Bénin, initié par l'ONG CPR Bénin. Cette séance s'est tenue ce jeudi au tribunal de Cotonou. Diana Mousso et Béanzin et Edmond Ngo. Tolérance zéro, c'est le traitement que réclame le Cercle international pour la promotion de la création face aux abus sexuels et autres violences faits aux enfants. Le mot d'ordre de cette année, c'est punir maintenant. Nous pensons que le ministère en charge de la justice ferait mieux d'encourager davantage la diligence dans le traitement des dossiers relatifs aux abus sexuels sur mineurs. À l'origine de leur engagement, des statistiques peu reluisantes. De 2014 à 2016, nous avons enregistré dans le département de l'Ouémé 221 cas d'abus sexuels et 147 cas dans le département de la Donga. Lorsqu'on arrive au plus haut niveau des ministères, dans ce même intervalle, 6 cas ont été portés à la connaissance de Monsieur le ministre. Pour mener cette lutte, des propositions d'action concrètes sont faites. Le comité vous propose que les OPJ puissent avoir des moyens pour traquer les présumés auteurs et les conduire au parquet. Que la gratuité du certificat médical soit effective. Conscients de la gravité des faits, les représentants du gouvernement n'ont pas hésité à témoigner leur soutien à la noble cause. Mon département prendra des initiatives pour la mise en place du Fonds communal pour la protection de l'enfant. Je voudrais vous rassurer qu'en ce qui concerne mon département ministériel, nous ferons davantage d'efforts pour ce qui est de notre devoir afin que nos établissements scolaires soient tous reconnus CEG et lycée tolérance zéro aux abus sexuels. En attendant que des mesures effectives soient prises, autorités religieuses, parents et membres du gouvernement sont invités à unir leurs voix pour dire non aux violences et abus faits aux enfants. On parle de sécurisation des personnes. La société GEB Afrique s'emploie à faciliter aux institutions l'accès à des nouvelles technologies d'identification et d'authentification des personnes et des documents. Elle a organisé ce jeudi à Cotonou un atelier de sensibilisation des acteurs sur cette problématique. Reportage. Il est quasiment impossible aujourd'hui d'aborder les questions sécuritaires sans faire la place aux nouvelles technologies. La société gravure électronique bureautique GEB Afrique a complètement internalisé cette nouvelle donne. Vous savez que nous traversons actuellement une période très sensible et l'atelier que nous mettons en place est venu pour pouvoir sécuriser un peu ce que nous connaissons tous, que nous ignorons, et qui est sécuriser les personnes et les biens. À l'occasion de cet atelier, initié au profit des représentants des ministères et institutions de la République, GEB Afrique peut compter sur son partenariat stratégique avec la société Arjo System. Nous avons opéré il y a quelques années un transfert de technologie vers cette société, mais dont les talents sont absolument extraordinaires et qui ont développé localement toute la chaîne de sécurisation des documents localement avec des talents locaux. Donc nous sommes très honorés de participer à ce forum. La méthode de travail de cette société consiste à prioriser les développements locaux pour assurer une proximité et un suivi des clients. Un nouvel outil de travail est d'ailleurs présenté à l'assistance par le directeur commercial. La police nationale a développé un partenariat fructueux avec GEB Afrique. Nous sommes venus découvrir. Nous savons tous que les nouvelles technologies sont des outils qui nous sont utiles
pour l'authentification des documents et des personnes en cas de besoin. Les enjeux sécuritaires actuels contraignent les acteurs à changer leur fusil d'épaule. Célébration de la Journée mondiale des enseignants, on en parle toujours au plan national. Les manifestations officielles ont eu lieu à Bomé, occasion pour primer quelques enseignants pour service rendu à la nation. Gilles Dansou. À l'honneur, ces hommes et femmes ont choisi un métier noble, transmettre le savoir. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers eux pour louer leur mérite. La Journée internationale de l'enseignant. L'enseignant, pour ma part, c'est cet humaniste intégral, cet homme de symbiose des énergies dormantes qui vivifie le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre ensemble afin que toute l'humanité accumule les connaissances pour sa vie, sa survie et son progrès. À cette occasion, plusieurs enseignants ont été primés pour leur loyaux service rendu à la nation. Leur porte-parole s'exprime. Nous, récipiendaires de ce jour, avons fait de notre mieux dans le sens de ces différentes mutations. Nous sommes ainsi devenus des pédagogues, des éducateurs chevronnés, véritables praticiens culturels et médiateurs sociaux qui avons compris que chacun se construit et se développe à partir des influences et enseignements reçus et partagés. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire revient sur les mérites de cette noble profession. La Journée mondiale des enseignants que nous fêtons avec solennité ce jour 5 octobre 2016 est l'occasion de célébrer celles et ceux qui accomplissent l'un des plus beaux métiers du monde, celui de la transmission de l'héritage culturel d'une génération à l'autre. Un enseignant fait découvrir un héritage culturel d'habileté, de capacité et de compétences qui sont certes nécessaires pour vivre en société, mais qui nous définissent aussi comme groupe et comme personne. Il fait acquérir aussi une part de la responsabilité du monde que les jeunes devront assumer en tant qu'adultes tout au long de leur vie. De véritables moments de reconnaissance à ces braves hommes et femmes. Et on finit par ce mariage incompatible. Aujourd'hui, la télévision rime avec le quotidien de la plupart des élèves et écoliers. Malgré la reprise des classes, des apprenants peinent encore à prendre congé du petit écran. Télévision et études, un mariage, un mauvais mariage, c'est le titre du dossier réalisé par Dieudonné Abimbola et Mathieu Soken. Joël et son frère viennent d'arriver de l'école. Leur première préoccupation, c'est de suivre TV5, leur chaîne préférée. Mais désolé, papa a déjà rangé les télécommandes. Chez moi, tout est coupé en cours d'année scolaire. Sauf les week-ends où ils ont droit à quelques heures de divertissement dans la matinée. Gouli Africa, Ciné Plus, Ciné Émotion ou encore Canal Plus Sport, autant de programmes qui ne laissent pas indifférent bon nombre d'apprenants. Je regarde la télévision, surtout les chaînes de sport, les championnats, tout, je regarde quoi. Oui, j'aime regarder la télévision, mais pas trop. Oui, je continue encore de regarder la télé. Mieux, certains élèves peuvent vous réciter sans hésiter des noms de quelques chaînes de télévision. ORTB, Canal, Aforevo. Nonobstant la reprise des classes, beaucoup d'apprenants ont du mal à se départir du petit écran. Un casse-tête pour les parents. C'est une situation un peu délicate et je crois qu'il faut tout faire pour qu'en pleine année scolaire, les enfants se départissent de la télévision. Sinon, c'est un contrepoids très pesant dans les résultats de fin d'année. Les enfants, pendant les vacances, ont pris tout leur temps à être en face de la télé. Mais puisque les cours ont repris, il est de bon ton que nous prenions certaines mesures pour éviter que les enfants soient tout le temps collés à la télé. Pour corriger le tir, les parents doivent veiller au grain. Parents, il faut avoir cette capacité de dire voici ce que je veux, voici ce que j'aimerais
qui se passe dans ma maison. Et je ne pense pas qu'il y aura un enfant qui va outrepasser les injonctions de son papa ou bien de sa maman. Nous avons réussi à faire une chambre télé. Et là, on sait que quand le moment arrive, on leur donne la clé. Si c'est pendant les vacances, bon, les enfants ont accès. Mais quand, comme nous avons commencé par parler de préparation, on commence par leur retirer la clé par moment. Et s'ils n'ont pas accès au salon où il y a la télévision, bon, ils ne peuvent pas regarder la télévision. Joël et son frère ont déjà pris acte des mesures prises par leur papa. Il revient à chaque parent de prendre ses responsabilités. Eh bien, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, les films de la série Les écrans du Fapa et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Windeck. Prenez le rendez-vous du journal du soir à 23h avec Héloïse Wenator. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur l'ORTV.